Vous savez ce qu'on ne vous dit pas sur la trahison? Elle n'arrive pas en fanfare. Pas de musique dramatique. Pas de signaux d'alarme qui clignotent en rouge dans votre vision périphérique. Elle arrive silencieusement. Comme retrouver sa vie entière emballée dans 2 valises sur le pas de la porte que vous avez contribué à financer. Mais je m'avance. Laissez-moi commencer là où toutes les meilleures histoires commencent, par la fin qui est devenue mon commencement. 15 mars. 15h47. Le chauffeur Uber a laissé tourner le moteur pendant que je cherchais mes clés à tâtons, portant encore cette fine blouse d'hôpital sous mon manteau, car se changer me faisait trop mal. Opération de la vésicule biliaire, disait-il. Une procédure simple. Tu seras à la maison demain. Demain est arrivé. Mais pas la maison. 2 valises. Bleu marine. Celle que j'avais achetée pour notre lune de miel il y a 32 ans, quand Robert était encore en vie et que l'avenir semblait être quelque chose vers lequel nous marchions plutôt qu'une chose qui nous arrivait. Il y avait un mot. Scotché sur la plus grande valise. Papier blanc, encre bleue, l'écriture cursive soignée de ma belle-fille que j'admirais autrefois. Trouve un autre logement. Il nous faut retrouver notre espace. C'est tout. 36 mots pour effacer 3 ans. Pour effacer la grand-mère qui faisait des crêpes le dimanche. Pour effacer la femme qui a vendu sa maison entièrement payée pour aider son fils unique à transformer son modeste 3 pièces en un endroit digne des magazines de bricolage que ma belle-fille collectionnait comme d'autres collectionnent les promesses. J'ai frappé. Bien sûr que j'ai frappé. Mes phalanges contre la porte vert sauge que j'avais contribué à choisir, le heurtoir en laiton que j'avais poli la semaine précédente. Silence. Puis, un petit visage à la fenêtre. Mon petit-fils, Thomas. 5 ans, encore assez petit pour que son nez atteigne à peine le rebord. Il m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés, comme s'il voyait un fantôme. Peut-être. Le rideau s'est refermé si vite qu'il a fait un bruit. Comme une claque. Je suis restée là pendant 17 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé mon téléphone les compter toutes. 17 minutes à faire semblant que si j'attendais assez longtemps, la porte s'ouvrirait. Que mon fils sortirait en courant, horrifié, m'expliquant que tout cela n'était qu'une terrible erreur. Le chauffeur Uber a finalement baissé sa vitre. Ça va, madame? Non. Je n'allais pas bien. Mais j'ai dit ce qu'on dit quand le monde s'effondre en plein jour dans une rue de banlieue où les voisins pourraient nous observer derrière leurs rideaux. Bien. Très bien. 3 ans plus tôt. Robert était parti depuis 6 mois, et la maison semblait trop grande. Trop calme. Trop chargée de son absence. Maman, dit mon fils Michael en mélangeant du sucre dans son café à ma table de cuisine, la même table où je lui avais donné son petit déjeuner tous les matins pendant 18 ans. Tu n'as plus besoin de faire ça tout seul. Il avait alors 34 ans. Il avait réussi. Marié à Sarah, qui travaillait dans le marketing et portait son ambition comme un parfum de luxe. Ils avaient Thomas, à peine 2 ans, et un autre bébé en route. Viens vivre avec nous, dit Sarah, la main posée sur son ventre rond. On aurait bien besoin d'aide. Et tu ne devrais pas te balader toute seule dans cette grande maison. Ça ressemblait à de l'amour. À une famille. À cette sagesse multigénérationnelle qui prenait tout son sens dans un monde où le logement était cher et les grands-mères des trésors. En fait, c'était des mathématiques. Ma maison valait 178 000 $. Entièrement payée. Pas d'hypothèque, pas de dette, juste 3 décennies où Robert et moi avons choisi les couleurs de peinture, planté des rosiers et réparé la fuite de la salle de bain à l'étage nous-mêmes, parce que nous étions jeunes et têtus et que nous croyions que l'amour pouvait tout vaincre, y compris la plomberie. Je l'ai vendue. Entière. J'ai signé les papiers d'une main tremblante, me disant que c'était de la sagesse. C'était ce que faisaient les familles. C'était à ça que ressemblait l'amour quand il grandissait et devenait pratique. L'argent a directement investi dans leur rénovation. Leur rêve. Leur maison modèle avec la cuisine ouverte, l'extension de la suite parentale et le sous-sol aménagé où Thomas pouvait jouer les jours de pluie. J'ai eu la chambre d'amis. 3 mètres sur 3. Une fenêtre donnant sur la clôture du voisin. Un placard qui sentait la moquette neuve et les vieux rêves. La première année, je m'y suis sentie comme à la maison. J'étais la grand-mère adorée qui préparait les crêpes du dimanche. Qui connaissait par cœur les histoires préférées de Thomas avant le coucher. Qui pouvait tenir le nouveau bébé pendant que Sarah s'habillait pour aller travailler, qui pouvait aller chercher Thomas à la garderie quand les horaires devenaient compliqués. Utile. Nécessaire. Aimé. Mais l'utile a une date de péremption. Et je découvrais la mienne. 5 ans. Maman, pourrais-tu surveiller les enfants ce soir? Sarah et moi avons besoin d'un peu de temps seul. Maman, pourrais-tu aller faire les courses? Tu ne travailles plus. Maman, pourrais-tu baisser le volume? On essaie d'endormir le bébé. Mon monde de 3 mètres sur 3 est devenu plus petit. Plus silencieux. Plus désolé. 5 ans, on pense transformer ta chambre en bureau pour Sarah. Elle travaille davantage à la maison. Tu pourrais peut-être descendre au sous-sol? C'est fini maintenant. C'est presque un appartement. Presque un appartement. Sans fenêtre. Sans dignité. Aucune reconnaissance du fait que je n'étais pas locataire de mon propre investissement. Mais j'ai déménagé.
Parce qu'on le fait. Parce que quand son fils unique propose quelque chose et qu'on a déjà vendu tout ce qui faisait de soi ce qu'on était, quel choix a-t-on? Le sous-sol sentait la peinture fraîche et les promesses non tenues. J'ai tenu 4 mois. 12 mars. Lundi matin. 6h47. La douleur a frappé comme un éclair, vive, soudaine et violente. Vésicule biliaire, a dit le médecin urgentiste. C'est fréquent chez les femmes de votre âge. On peut s'en occuper, pas de problème. J'ai appelé Michael depuis mon lit d'hôpital. Je me fais opérer aujourd'hui, lui ai-je dit. Rien de grave, mais je serai là jusqu'à mercredi, voire jeudi. Oh. D'accord. Avez-vous besoin de quelque chose? J'ai besoin de quelque chose? J'avais besoin que mon fils ait l'air inquiet. J'avais besoin qu'il demande quel hôpital, à quelle heure, s'il devait venir. J'avais besoin qu'il se souvienne que j'avais 68 ans, que j'avais peur et que j'allais être anesthésié pour la première fois depuis sa naissance. Je suis à Saint-Maries, ai-je dit. Chambre 314. D'accord. Bon, guéris vite. Il n'est pas venu. Pas mardi, quand ils m'ont emmené au bloc opératoire. Pas mercredi, quand je me suis réveillée confuse et endolorie, cherchant une main qui n'était pas là. Pas jeudi, quand ils m'ont enfin dit que je pouvais rentrer chez moi. Chez moi. Quel mot. Quel mensonge. Mais quelqu'un est bien venu à l'hôpital. Sarah. Mercredi soir, alors que je m'assoupissais à cause des analgésiques et de la solitude qui s'installe dans vos os quand vous réalisez à quel point vous êtes seul. Elle n'a pas frappé. Elle est juste entrée comme si les lieux lui appartenaient. Comme si je lui appartenais. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux, essayant de me concentrer. Elle avait l'air différente. Plus dure. Comme si elle avait pris une décision et s'était habillée en conséquence. Je suis fatiguée, Sarah. Est-ce que ça peut attendre? Non. C'est impossible. Elle s'assit sur la chaise des visiteurs, croisa les jambes, lissa sa jupe. Tout était délibéré. Tout était calculé. Ça ne marche plus, dit-elle. Le mode de vie. Toi dans notre maison. Notre maison. Pas ta maison. Pas celle qu'on a achetée ensemble avec ton argent. Notre maison. Je ne comprends pas. Je pense que oui. Michael et moi avons besoin de notre espace. Nous avons besoin de notre intimité. Nous devons élever nos enfants sans avoir l'impression d'être observés et jugés à chaque instant. Observés et jugés. Parce que j'avais demandé à Thomas d'utiliser sa voix intérieure. Parce que j'avais suggéré que le bébé avait peut-être besoin d'une couverture plus chaude. Parce que j'avais osé exister dans l'espace pour lequel j'avais payé. Où suis-je censée aller? Elle haussa les épaules. Vraiment. Comme si mon sans-abrisme était un inconvénient mineur, un problème logistique qu'elle avait délégué à quelqu'un d'autre. Ce n'est plus vraiment notre problème. Mais il faut que tu sois sortie avant ta sortie. J'ai fait tes bagages. Et puis elle est partie. Elle est sortie de cette chambre d'hôpital stérile comme si elle quittait une réunion professionnelle, me laissant avec la perfusion, le moniteur cardiaque et la soudaine et bouleversante compréhension que j'avais été bernée. Magnifiquement. Complètement. Beuglé. J'ai appelé mon fils 17 fois jeudi matin. 17 appels au numéro que j'avais composé 10 000 fois auparavant, le numéro qui signifiait sécurité, amour et famille. Il a lu tous les messages. Je pouvais voir les accusés de réception, ces petites trahisons qui me disaient qu'il choisissait le silence. Préférant sa femme à sa mère. Préférant le confort à la conscience. SMS, 8h23. Michael, j'ai besoin de te parler. Sarah est venue à l'hôpital hier. Lecture, 8h24. SMS, 8h45. Je ne comprends pas ce qui se passe. Appelle-moi, s'il te plaît. Lecture, 8h46. SMS, 9h15. Je suis ta mère. Je mérite mieux que ça. Lecture 9h16. Silence. Mais que Dieu bénisse Evelyn Morrison. Mon amie depuis nos 22 ans, travaillant dans la même agence d'assurance, à l'époque où nous pensions avoir des vies différentes, plus faciles, où nos enfants ne nous abandonneraient jamais à l'hôpital. Elle a répondu à la première sonnerie. Hélène? Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout dit. Les valises, le mot, la conversation avec Sarah, le silence de mon fils. Je le lui ai dit à travers des larmes qui semblaient trop grosses pour ma gorge, à travers une rage trop intense pour une femme de 68 ans en blouse d'hôpital. Je viens te chercher, dit-elle. Tout de suite. Et elle est venue. Evelyne dans sa Honda fiable, avec sa chambre d'amis, sa loyauté inébranlable et son refus de laisser quiconque blesser quelqu'un qu'elle aime. Elle m'a aidé à m'asseoir sur le siège passager, à charger mes 2 valises dans son coffre et m'a conduite chez elle sans un mot sur la stupidité que j'avais eue de leur faire confiance. C'est arrivé plus tard. Une fois installée dans sa chambre d'amis, après qu'elle eut préparé le thé, sortit la boîte de mouchoirs et posé la question qui a tout changé. Quand avez-vous vérifié vos relevés bancaires pour la dernière fois? 3 247,89 $ chez Louis Vuitton. Le 13 mars, le jour de mon opération. 1 892,45 $ chez Williams Sonoma. Le 13 mars.
Alors que j'étais inconscient, leur faisant confiance pour ma guérison. 987,23 $ chez Nordstrom. Le 14 mars. Pendant que je demandais aux infirmières si quelqu'un avait appelé pour prendre de mes nouvelles. 2156,77 $ chez West Elm. Le 14 mars. Pendant que j'apprenais à marcher à nouveau avec des points de suture au ventre. Evelyn étalait les relevés sur la table de sa cuisine comme des preuves sur une scène de crime. Mes cartes de crédit. Celles que j'avais données à Michael pour les urgences. Celles qui avaient atteint leurs limites pendant que j'étais droguée, impuissante et persuadée que, quelque part dans le monde, quelqu'un m'aimait encore. Ils sont allés faire du shopping, ai-je dit. Ce n'était pas une question. C'était le son de la compréhension qui s'installait dans vos os comme l'arthrite, permanente et douloureuse. Ils sont allés faire du shopping, a confirmé Evelyn. Avec votre argent. Pendant que vous étiez à l'hôpital. J'ai appelé les sociétés de cartes de crédit cet après-midi-là. J'ai gelé tous les comptes. Leur ai coupé l'accès à mon argent, à mon crédit, à ma générosité insensée. Et puis j'ai attendu. Michael a appelé 2 heures plus tard. La première fois qu'il m'a parlé depuis que je lui avais parlé de l'opération. Maman, c'est quoi ce bordel? Ma carte a été refusée à l'épicerie. Pas, comment te sens-tu? Pas, ça va? Pas, je suis désolée qu'on t'ait jeté comme une poubelle. Juste, ma carte a été refusée. Ce n'est pas ta carte, ai-je dit. C'est la mienne. Et j'ai fermé les comptes. Tu ne peux pas faire ça. On a des dépenses. L'hypothèque, les charges, l'école maternelle de Thomas. Tu aurais dû penser avant de me voler. Silence. Puis, on n'a rien volé. Tu nous as donné ces cartes. Pour les urgences. C'est une urgence. On a une famille à nourrir. Moi aussi. J'avais une famille aussi. Et tu m'as mise à la rue. Maman, tu dramatises. On a juste besoin d'espace. J'ai raccroché. Pour la première fois de ma vie, j'ai raccroché au nez de mon enfant unique. Et j'avais l'impression d'avoir fait la première chose honnête depuis 3 ans. 2 semaines plus tard, quand les points de suture furent suffisamment cicatrisés pour que je puisse me pencher sans pleurer, Evelyn me reconduisit chercher mes affaires. Mes vraies affaires. Les morceaux de ma vie qui comptaient plus que l'argent. Michael nous accueillit à la porte. Il avait l'air fatigué. Plus vieux. Comme si la culpabilité était un poids qu'il portait autour du cou. 5 minutes, dit-il. C'est tout. 5 minutes pour rassembler toute une vie. 5 minutes pour trier ce qui m'appartenait et ce qu'ils avaient décidé de leur appartenir désormais. La chambre d'amis, ma chambre, était déjà transformée. Le bureau de Sarah. Bureau, ordinateur, poster de motivation sur « Vivre sa vie au mieux » et « Choisir l'abondance ». L'ironie était si forte que j'en avais le goût. Où sont mes affaires? Le garage. La plupart. La plupart. Des cartons étiquetés, affaires d'Hélène, de l'écriture soignée de Sarah. Comme si j'étais un vide-grenier en attente d'ouverture. Comme si 68 ans de vie pouvaient se résumer à des boîtes en carton rangées entre des pots de peinture et des décorations de Noël. Mais il manquait des choses. Des choses importantes. Où sont les albums photos? Le visage de Michael devint vide. La même expression qu'il avait à 8 ans quand je demandais qui avait cassé la lampe ou qui avait mangé le dernier biscuit. Quels albums photos? Ceux de la bibliothèque du salon. Photos de mariage, photos de bébé, les funérailles de ton père. Je ne sais pas de quoi tu parles. Mais je le savais. Comme on sait quand son enfant ment, comme on l'a toujours su. Sarah les avait pris. Sarah avait décidé que mes souvenirs lui appartenaient désormais, que mon histoire était quelque chose qu'elle pouvait organiser et contrôler. Ma boîte à bijoux. Celle avec la montre de papa. Je ne l'ai pas vue. Des mensonges. Des mensonges confortables. Le genre de mensonges qu'on prononce facilement quand on a déjà décidé que quelqu'un n'a plus d'importance. J'ai pris ce que je trouvais. Les choses bon marché. Les choses remplaçables. Les choses qui ne manqueraient pas dans leur nouvelle vie, leur vie améliorée, leur vie qui n'incluait plus la femme qui l'avait rendue possible. Mais alors que je partais, portant un carton de livres qui sentait le sous-sol, j'ai entendu Michael au téléphone à l'étage. Sa voix résonnait à travers les bouches de chauffage comme le son se propage dans les maisons construites avec amour plutôt que par calcul. L'agent immobilier pense qu'on peut obtenir 685 000 $, peut-être plus si on met les choses en scène. Une fois qu'elle sera installée quelque part, peut-être à Sunset Manor, ils ont ces appartements avec service d'assistance. Une procuration ne devrait pas poser de problème, elle vieillit, elle est de plus en plus perdue. Procuration. Résidence avec service d'assistance. Mon fils planifiait ma disparition comme une transaction commerciale. J'ai posé le carton. Je suis restée immobile. J'ai écouté mon enfant unique planifier mon emprisonnement. Et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 3 ans. Clarté. La table de la cuisine d'Evelyn est devenue le centre de contrôle. Relevé bancaire, documents de retraite, police d'assurance que j'avais oublié, projection de sécurité sociale plus prometteuse que prévu. Tu n'es pas pauvre,
dit Evelyne en parcourant du doigt des colonnes de chiffres. Tu n'es pas impuissante. On t'a fait sentir pauvre et impuissante, mais ce n'est pas la même chose. La police d'assurance vie de Robert. Celle à laquelle je n'avais jamais touché, car j'avais trop l'impression de dépenser son fantôme. 47 000 $ dormaient là, à accumuler des intérêts, attendant que je me souvienne que je valais quelque chose. Ma pension de retraite après 30 ans passés à la compagnie de téléphone. 1847 $ par mois, plus la sécurité sociale, ce qui porte le total à 2400 $. Pas riche, mais pas désespéré. Pas désespéré d'habiter dans un sous-sol. Il y a une résidence pour personnes âgées sur Maple Street, dit Evelyne. Des appartements d'une chambre, un ascenseur, une salle commune. La liste d'attente n'est pas trop longue si vous êtes prêt à prendre le 3e étage. 3e étage. Avec des fenêtres. Avec dignité. Avec des voisins qui avaient choisi d'être là plutôt que des enfants qui avaient choisi de les abandonner. J'ai postulé cet après-midi-là. Elle est arrivée 6 mois plus tard. Transférée à ma nouvelle adresse par la poste, l'adresse de retour imprimée sur un papier à en-tête coûteux. Félicitations pour la vente réussie de votre propriété au 428 Elmwood Drive. Ma propriété. La maison que je n'ai jamais possédée. La maison que j'avais financée mais sur laquelle je n'avais jamais eu de droit légal. La maison qui venait d'être vendue 685 000 $. J'ai lu la lettre 3 fois avant d'en saisir le sens. D'après les papiers, j'étais copropriétaire. D'après les papiers, j'avais signé les documents de vente. D'après les papiers, j'avais droit à la moitié des bénéfices. Sauf que je n'avais jamais rien signé. Je n'avais jamais été consulté. Je n'avais même pas su qu'il vendait jusqu'à ce que j'entende l'appel téléphonique de Michael dans le garage. Evelyne m'a trouvé assis à ma petite table de cuisine, les yeux rivés sur la lettre comme si elle était écrite dans une langue étrangère. Ils ont falsifié ma signature, ai-je dit. Ils me volent encore. Non, a dit Evelyne en lisant par-dessus mon épaule. Ils te volent encore. Il y a une différence. Elle avait raison. Ce n'était pas une nouvelle trahison. C'était la même, juste plus grande. Plus effrontée. Plus sûre que je l'accepterais discrètement, que je disparaîtrais gracieusement, que je mourrais en gardant leurs secrets intacts. Ils avaient tort. Avocat spécialisé en droit des personnes âgées. Spécialisé dans les abus financiers. Recommandé par le Bureau des services aux personnes âgées, elle a la réputation de ne se laisser arnaquer par personne, quel que soit son âge ou son lien avec ses victimes. Margaret Chen. La quarantaine, tailleur impeccable, question encore plus pointue. Dites-moi tout, dit-elle. Depuis le début. N'oubliez rien. C'est ce que j'ai fait. La vente de la maison. Les cartes de crédit. La virée shopping à l'hôpital. Les faux documents. 3 ans à être traité comme un investissement qui avait cessé de rapporter. Elle a pris des notes. Posé des questions. Examiné les documents de vente avec le genre d'attention qui coûte 400 $ de l'heure et qui vaut chaque centime. Votre signature a été falsifiée, dit-elle. Gravement. Celui qui a fait ça ne vous a jamais vu signer votre nom, sinon il saurait que vous utilisez votre nom complet Hélène Marie et pas seulement Hélène. Hélène Marie. La signature que je pratiquais depuis l'âge de 7 ans, quand sœur Marie-Catherine nous a appris l'écriture cursive et nous a dit que nos noms étaient importants, qu'ils comptaient, qu'ils méritaient d'être écrits magnifiquement. Que pouvons-nous faire? Nous pouvons tout faire. Accusation de fraude. Accusation de maltraitance envers les personnes âgées. Poursuite civile pour récupérer votre argent et dommages et intérêts. Nous pouvons leur compliquer la vie. Je ne veux pas de complications. Je veux récupérer mon argent. Ensuite, nous commençons par la médiation. Laissons-leur une chance de rectifier le tir avant de rendre l'affaire publique. Parfois, la menace d'une révélation suffit à motiver l'honnêteté. Parfois. Mais pas toujours. Territoire neutre. Le genre de restaurant familial avec banquette en vinyle rouge et menu plastifié où personne ne s'attend à un drame, où élever la voix vous attire le regard de ceux qui essaient simplement de manger leur rôti en paix. Michael est arrivé le premier. Seul. Sarah avait soudainement attrapé une migraine, une maladie opportuniste qui semblait frapper dès qu'il fallait rendre des comptes. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Plus mince. Plus vieux. Comme le poids d'avoir volé sa mère qui vous fait vieillir en âge de chien. Margaret Chen est arrivée pile à l'heure, mallette à la main, un visage impassible, forgé par des années de querelles familiales déguisées en procédure judiciaire. Allons droit au but, dit-elle en s'installant dans la cabine en face de nous. Votre cliente a commis de multiples délits. Faux en écriture, usurpation d'identité, maltraitance envers les personnes âgées, fraude. Les preuves sont accablantes. Le visage de Michael devint blanc. Je n'ai rien falsifié. Quelqu'un l'a fait. Quelqu'un ayant accès aux informations personnelles de votre mère, quelqu'un qui était au courant de la vente de la maison, quelqu'un qui risquait de tirer profit de la fraude. Sarah s'occupe de toute la paperasse. Et voilà. La fissure dans le mur. L'aveu qu'il savait, ou aurait dû savoir, ou qu'il avait choisi de ne pas savoir parce que savoir aurait nécessité une intervention. Voilà ce qui va se passer,
poursuivit Margaret. Vous allez restituer chaque centime de l'argent qui revient de droit à ma cliente. Les 178 000 $ qu'elle a initialement versés pour l'achat de votre maison, plus 3 ans d'intérêt, plus les dommages et intérêts. Montant total, 188 000 $. Nous n'avons pas cette somme. Vous avez vendu une maison pour 685 000 $ il y a 6 mois. Vous avez exactement cette somme. La majeure partie a déjà été dépensée. La nouvelle maison, les voitures, l'entreprise de Sarah. Ce n'est pas le problème de ma cliente. Vous n'aviez pas le droit de lui voler son investissement. Vous n'avez pas le droit d'en conserver les bénéfices. La négociation a duré 2 heures. Des allers-retours, Margaret présentant des preuves, Michael trouvant des excuses, la serveuse remplissant nos tasses de café et faisant semblant de ne pas écouter la destruction systématique d'un lien familial. Finalement, confronté au choix entre poursuite publique et règlement à l'amiable, Michael a choisi la voie de la moindre humiliation. 188 000 $. À payer sous 60 jours. Plus un accord de confidentialité qui garderait leur nom hors des bases de données sur la maltraitance des personnes âgées, ou d'autres victimes potentielles pourraient les voir. J'ai signé les papiers. Il a signé les papiers. Margaret Chen a tout vu avec l'expression satisfaite de quelqu'un qui a vu justice rendue en buvant son café de l'après-midi. Michael m'a regardé de l'autre côté de la table. Je n'aurais jamais voulu que ça se passe comme ça. Alors tu n'aurais pas dû faire ça comme ça. Il est parti le premier. Il est sorti de ce restaurant comme s'il quittait ma vie, les épaules voûtées sous le poids des conséquences qu'il n'aurait jamais imaginé porter. J'ai fini mon café. J'ai pris mon temps. J'ai goûté à la victoire pour la première fois en 3 ans. C'était amer. Mais c'était la mienne. Que fait-on de la justice? Que fait-on quand on a gagné, qu'on a été justifié, qu'on a récupéré son argent, retrouvé sa dignité et assuré son indépendance? On prend un nouveau départ. À 69 ans. Avec son meilleur ami et un rêve qu'on ignorait avoir. Et une boulangerie? Demanda Evelyn. On était assis dans mon appartement, à boire du vin et à planifier le reste de nos vies comme si on avait à nouveau 22 ans et que tout était possible. Une boulangerie? Tu fais les meilleures crêpes de 3 États. Et ces barres au citron que tu as portées au club de lecture? On me les demande encore. Une boulangerie. Le genre de petite entreprise au service de la communauté, qui rassemble les gens autour de douceurs partagées, qui rend le monde un peu meilleur, une pâtisserie à la fois. Nous avons trouvé l'espace idéal sur Cherry Street. Une petite vitrine, de grandes vitrines, juste assez de place pour 6 tables et une vitrine, et le genre de cuisine professionnelle où les rêves se mélangent à la farine et au sucre pour devenir réalité. Des débuts sucrés. C'est comme ça qu'on l'appelait. Parce que tout le monde mérite une chance de recommencer, parce que la douceur peut venir après l'amertume, parce que les meilleures recettes nécessitent souvent un peu de sel pour équilibrer le sucre. Les 6 premiers mois ont été difficiles. Apprendre les règles, trouver des fournisseurs, perfectionner des recettes qui fonctionnaient pour 2 douzaines de personnes au lieu de 2. Mais chaque matin, lorsque je déverrouillais la porte, allumais les lumières et remplissais la vitrine de pâtisserie fraîche, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Abus. De la joie. La satisfaction de construire quelque chose plutôt que de se faire enlever quelque chose. La maison de retraite a commencé à commander nos gâteaux pour le café pour ses réunions hebdomadaires. Le club de lecture qui m'avait abandonné quand j'étais devenu compliqué s'est soudain souvenu à quel point mes barres au citron leur manquaient. L'enseignante de Thomas a mentionné avoir entendu parler de nos petits fours, parfaits pour les fêtes de classe. Le bouche à oreille se répand dans les petites villes. Surtout les bons mots pour la bonne cuisine préparée par des gens bien qui ont survécu aux épreuves et ont choisi de créer des douceurs malgré tout. Nous avons embauché de l'aide. Maria, qui avait élevé 5 enfants et savait gérer le rush du matin. David, fraîchement diplômé d'une école de cuisine, a apporté de nouvelles idées et l'énergie que procure le fait de faire ce qu'on aime. À la fin de notre première année, nous étions rentables. À la fin de notre deuxième année, nous avions réussi. Pas riche, mais stable. Pas célèbre, mais apprécié. Et chaque matin, quand je nouais mon tablier, préparais le café et disposais les plats du jour dans la vitrine, je repensais à cette nuit où je me trouvais sur le pas de la porte, ma vie emballée dans 2 valises. Cette femme abandonnée, trahie, brisée était devenue cette femme. La femme qui possédait sa propre entreprise, qui contrôlait son propre argent, qui avait bâti sa vie sur les cendres de la cupidité des autres. Certaines transformations nécessitent le feu. Certaines guérisons nécessitent d'abord d'être complètement brisées. Il est apparu un mardi matin de novembre. Je disposais les viennoiseries de la veille dans le panier à prix réduit, le rituel qui marquait la transition entre l'agitation du matin et le calme de midi. La cloche au-dessus de la porte a sonné, et j'ai levé les yeux pour voir un homme qui ressemblait à mon fils, mais en plus mince, plus grisonnant, plus abattu. Comme s'il avait porté un poids trop lourd pour sa silhouette. « Salut, maman. » Juste ça. « Salut, maman. » Comme s'il m'avait vu hier au lieu d'il y a 18 mois, dans une banquette de restaurant où j'avais signé des papiers pour récupérer mon argent volé. Je n'ai pas répondu tout de suite.
J'ai fini de disposer les viennoiseries, je me suis essuyé les mains sur mon tablier, j'ai regardé cet inconnu qui portait le visage de mon fils. Michael. Il parcourut la boulangerie du regard. Il observa les tables bondées, la vitrine pleine à craquer, la preuve que j'avais construit quelque chose de beau avec les débris qu'il m'avait laissés. C'est bien, dit-il. Vraiment bien. Que veux-tu? Question directe. Pas de civilité. Pas de prétention à une visite de courtoisie. J'avais appris, en 2 ans d'indépendance, que l'honnêteté était plus efficace que la politesse. Son visage se crispa légèrement. Comme s'il avait espéré quelque chose de plus facile, quelque chose qui lui permettrait de faire comme si le passé n'avait jamais existé. Sarah est partie, dit-il. Elle a pris les enfants. Elle est retournée vivre chez sa mère à Portland. J'ai hoché la tête. J'ai attendu la suite. La maison ou la nouvelle maison, nous l'avons perdue. Impossible de payer les mensualités après son départ, après la disparition de ses revenus. Nous avons dû déclarer faillite. Faillite. Le mot flottait entre nous comme la fumée d'un incendie qui avait réduit en cendres tout ce qu'il avait construit avec mon argent. Je suis désolé d'apprendre ça. Et je l'étais. Pas vraiment content, mais pas surpris non plus. Les maisons construites sur des fondations volées tiennent rarement longtemps. Je vis dans un studio maintenant. Je travaille dans le bâtiment quand j'en trouve. Ça a été dur. Il se tenait là, attendant quelque chose. De la compassion, peut-être. Le pardon. Une invitation à revenir à la vie qu'il avait abandonnée quand elle était devenue gênante. Que veux-tu, Michael? Je me demandais, j'espérais, si tu pouvais m'aider. Juste temporairement. Un prêt, peut-être, jusqu'à ce que je me remette sur pied. Un prêt. De la mère qu'il avait abandonnée sur le pas de sa porte. De la femme qu'il avait volée et trahie et qu'il avait tenté de faire interner en résidence assistée. De la victime de sa cupidité et des manipulations de sa femme. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. J'ai vu le garçon qui était monté dans mon lit pendant les orages, qui avait pleuré en s'écorchant les genoux, qui m'avait serré si fort dans ses bras à la mort de son père que j'avais cru qu'on ne se quitterait plus jamais. Et j'ai vu l'homme qui avait préféré sa femme à sa mère, qui avait dépensé mon argent pendant mon opération, qui avait contrefait ma signature et tenté de me voler mon avenir. Les deux étaient vrais. Les deux étaient réels. Tous deux se tenaient dans ma boulangerie, demandant quelque chose que je n'étais pas sûr de pouvoir donner. Non, ai-je dit. Je ne te prêterai pas d'argent. Son visage s'est assombri. Mais je n'avais pas fini. Mais si tu veux un travail, je pourrais embaucher quelqu'un pour gérer les livraisons. Porteur des charges lourdes. Entretien général. C'est payé 15 $ de l'heure, et il faudrait prouver sa fiabilité. Il m'a regardé fixement. Tu m'embaucherais? Je te donnerais une chance de gagner ma confiance. Il y a une différence. Silence. Le genre de situation qui oscille entre ce qui était et ce qui pourrait être. Je t'ai blessé, dit-il finalement. Je sais que je t'ai blessé. Oui. Tu l'as fait. Je suis désolé. Je sais que tu le hais. Maintenant. Est-ce important? Que je sois désolé. J'ai réfléchi à la question. J'ai pesé les mots comme les ingrédients d'une recette qui pourrait aller dans les 2 sens selon les proportions. C'est un début, dis-je. Mais les excuses ne suffisent pas. Les excuses doivent être suivies de choix différents, de meilleurs choix, des choix cohérents qui prouvent que les excuses ont du sens. Il hocha la tête. Lentement. Comme si la compréhension s'installait dans ses os comme l'arthrite s'installe dans les articulations progressivement, puis d'un seul coup. Quand est-ce que je commence? Demain. 7 heures du matin. Ne sois pas en retard. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Ne demande pas de traitement de faveur parce que tu es mon fils. Je ne le ferai pas. On verra. Il se tourna pour partir, puis s'arrêta. Maman? Oui? Je suis fier de toi. Cet endroit, ce que tu as construit. Je suis fier de toi. C'était la première fois qu'il disait ça en 45 ans. La première fois que la fierté passait de l'enfant aux parents au lieu de l'inverse. Merci, dis-je. Après son départ, je m'assis dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre, celui qui donnait sur Cherry Street, où les gens passaient avec leurs objectifs quotidiens, leurs petits espoirs, leurs propres relations compliquées avec la famille, le pardon et les mathématiques du recommencement. Evelyn me retrouva là 1 heure plus tard. Était-ce Michael que j'avais vu partir? Oui. Comment te sens-tu? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. J'ai examiné mes sentiments comme j'avais appris à examiner les relevés bancaires et les documents juridiques, et la différence entre ce que les gens disent et ce qu'ils font réellement. Prudence, dis-je finalement. Pleine d'espoir. Mais prudente. Bien, dit-elle. La prudence est intelligente. L'espoir est courageux. Les deux étaient nécessaires. Les deux étaient difficiles. Ces 2 choix étaient désormais faits tous les jours, comme d'autres choisissent leurs vêtements, leur petit déjeuner ou leur trajet pour aller au travail. Le printemps est arrivé à la boulangerie grâce à un cadeau du club de jardinage communautaire. Un pommier nain, disait-on. Parfait pour une petite terrasse. Symbole de la nouvelle croissance,
des nouveaux départs, de la patience nécessaire pour s'occuper d'un arbre jusqu'à ce qu'il porte des fruits. Je l'ai planté derrière la boulangerie, dans la petite cour où nous prenions nos pauses et où le soleil du matin tapait juste. J'ai creusé le trou moi-même, même si David a proposé son aide. Il y a des choses qu'il faut faire soi-même. Michael travaillait pour nous depuis 6 mois. Fiable, la plupart du temps. Discret, toujours. Il était ponctuel, travaillait sans se plaindre, ne demandait ni avance, ni faveur particulière, ni le genre de travail émotionnel qui m'avait épuisé pendant des années. Ce n'était pas vraiment une réconciliation. C'était quelque chose de plus concret, de plus durable. C'était 2 personnes blessées choisissant de coexister dans un espace fondé sur un travail honnête et des limites claires. Il n'a jamais mentionné Sarah ni les enfants. Je n'ai jamais posé la question. Certains silences sont miséricordieux, certaines distances nécessaires à la guérison. Mais il était là le matin où j'ai planté le pommier. Il m'a aidé à porter les sacs de terre, a maintenu l'arbre stable pendant que je tassais la terre autour de ses racines. Tu crois qu'il va pousser? A-t-il demandé. Tout pousse si on lui donne ce dont il a besoin, ai-je dit. Une bonne terre, assez d'eau, une bonne lumière. Et du temps. Tout a besoin de temps. Il a hoché la tête comme s'il comprenait que nous ne parlions pas seulement d'arbres. Ce soir-là, après avoir fermé la boulangerie, nettoyé le matériel et préparé le lendemain matin, je me tenais dans la cour à contempler ce petit arbre aux feuilles tendres et à la promesse de fruits à venir. Il y a 2 ans, j'étais une femme avec des valises sur le pas de la porte, abandonnée et trahie, certaine que mon histoire touchait à sa fin. Je m'étais trompée sur la fin. Je m'étais trompée sur beaucoup de choses. Mais j'avais raison sur un point, certaines trahisons sont des cadeaux déguisés en désastres. Certaines fins sont en fait des commencements habillés différemment. Le pommier mettrait des années à porter ses fruits. Peut-être serais-je trop vieille pour le voir arriver. Peut-être serais-je partie avant la première récolte, avant que la douceur ne justifie la patience. Mais je l'avais quand même planté. Parce que l'espoir est une action, pas un sentiment. Parce que l'avenir appartient à ceux qui ont le courage d'y investir. Parce que chaque fin contient les graines de chaque commencement, si l'on est prêt à creuser assez profondément pour les trouver. Je lui ai écrit une lettre un jour. Michael. Pendant ces premiers mois, quand la colère était encore vive et la douleur aiguë, et que j'avais besoin de dire des choses impossibles à dire en face. Je ne l'ai jamais envoyé. Mais je l'ai gardé. Dans le tiroir à côté de mon lit, sous les relevés bancaires qui prouvaient mon indépendance et le contrat de location qui prouvait ma valeur. Cher Michael, je veux que tu saches ce que j'ai ressenti. Debout sur le pas de la porte, mes points de suture encore frais et mon cœur encore persuadé que, quelque part dans le monde, quelqu'un m'aimait suffisamment pour privilégier mon bien-être à son confort. Je veux que tu comprennes ce que cela m'a coûté. Pas seulement l'argent, même 678 000 $ ne sont pas négligeables, mais la confiance. La foi en la famille. La conviction que le sang a plus d'importance que la biologie. Tu as fait de moi une transaction. Un problème à résoudre. Un fardeau à gérer. Tu as pris la femme qui t'a donné la vie et l'a réduite à un inconvénient dans ton mariage. Mais voici ce que je veux vraiment que tu saches, je te pardonne. Non pas parce que tu le mérites. Non pas parce que tu l'as mérité. Non pas parce que le temps guérit toutes les blessures, ni parce que le sang est plus épais que l'eau, ni parce que nous racontons tous ces mensonges sur la famille. Je te pardonne parce que porter ta trahison empoisonnait ma joie. Parce que la haine est pesante, que j'ai 69 ans et que je n'ai pas la force de porter ce qui t'appartient. Je te pardonne parce que le pardon ne te concerne pas. Il me concerne. Il s'agit de choisir la liberté plutôt que l'amertume, de choisir mon avenir plutôt que tes erreurs, de choisir de planter des jardins plutôt que de s'occuper des cimetières. Tu ne liras probablement jamais ceci. Tu ne sauras probablement jamais que je l'ai écrit, réécrit, pleuré, et finalement rangé dans un tiroir où il ne pourra plus nous faire de mal. Mais j'avais besoin de l'écrire. J'avais besoin de mettre des mots sur cette douleur pour pouvoir enfin la laisser partir. Ta mère, Hélène. La lettre est restée 8 mois dans ce tiroir avant que je ne la sorte et que je ne la jette au feu de ma petite cheminée par une froide nuit de décembre. J'ai regardé le papier se recroqueviller, noircir et disparaître en fumée. Certains mots ont besoin d'être écrits. Certains mots ont besoin d'être brûlés. Le pardon naît entre l'écriture et la destruction, dans la cérémonie intime du lâcher-prise. Ils m'ont envoyé une carte pour mon 70e anniversaire. Thomas et la petite Emma, dont j'avais appris le nom grâce à l'adresse de retour sur une enveloppe apparue dans ma boîte aux lettres comme un fantôme de mon ancienne vie. La carte était faite main. Du papier de bricolage, des crayons de couleur et le genre d'écriture soignée qui suggère la surveillance d'un adulte. À l'intérieur, 2 messages. Joyeux anniversaire grand-mère Hélène. Tes crêpes me manquent. Bisous, Thomas. Je t'ai dessiné une fleur. Papa dit que tu as une boulangerie maintenant. On peut venir te voir? Bisous, Emma. Emma. Qui aurait 5 ans maintenant. Qui avait 2 ans quand j'ai disparu de leur vie, trop jeune pour comprendre pourquoi grand-mère avait disparu mais assez vieux pour se rappeler que quelqu'un qu'il aimait était tout simplement parti.
J'ai longuement contemplé cette carte. L'écriture soignée de Thomas, tellement plus mature que lorsque je l'avais aidé à tracer des lettres sur des vitres embuées. La fleur d'Emma, violette et jaune avec une tige verte qui occupait la moitié de la page. L'écriture de Sarah sur l'enveloppe. Sa décision de l'envoyer. Sarah, qui avait orchestré mon départ, mais qui n'arrivait pas à effacer complètement le fait que j'avais aimé ses enfants complètement, inconditionnellement, comme les grands-mères sont censées aimer. J'avais envie de leur répondre. Je voulais leur parler de la boulangerie, du pommier, de comment leur papa travaillait dur et apprenait à être responsable. Je voulais les inviter pour un week-end, refaire des crêpes, leur montrer que l'amour ne disparaît pas simplement parce que la géographie change. Mais je ne pouvais pas. Je ne voulais pas. Parce qu'ils n'étaient pas mes enfants à récupérer et que leur mère avait fait son choix quant à leur place dans leur vie. Au lieu de cela, j'ai posé la carte sur mon réfrigérateur. À côté de la photo d'Evelyne et moi à l'inauguration de la boulangerie. À côté de la coupure de journal relatant notre succès de la première année. À côté des rappels que je construisais une vie qui valait la peine d'être vécue, avec ou sans ceux qui avaient choisi de me rejeter. Certains amours doivent être tenus à distance. Certaines grand-mères doivent aimer de loin. Certaines relations existent dans l'espace entre ce qui était et ce qui pourrait être, unis par l'espoir et séparés par des choix irréversibles. Mais l'amour ne diminue pas avec la distance. Au contraire, il se concentre. Il devient plus pur. Plus intentionnel. J'aimais ces enfants. Je les aimerai toujours. Et un jour, quand ils seraient assez grands pour comprendre la complexité, assez grands pour poser des questions et chercher des réponses, assez grands pour choisir leurs propres relations, peut-être retrouveraient-ils le chemin de moi. Peut-être voudraient-ils en savoir plus sur la grand-mère qui faisait des crêpes, qui a survécu à la trahison et qui a bâti quelque chose de beau sur les cendres de la cupidité des autres. Peut-être. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je serai là. Dans ma boulangerie, avec mon pommier, avec mon indépendance durement gagnée et ma joie soigneusement entretenue. Attendant. Prêt. Entier. Le jeudi soir à 19h. La salle de conférence du centre communautaire avec ses néons vacillants et son café au goût de café infusé sous l'administration précédente. Reconstruire après la perte, disait le tract. Mais en réalité, c'était un rassemblement de personnes qui avaient découvert que les pires trahisons viennent souvent de ceux qui sont censés vous aimer le plus. Margaret, dont la fille avait vidé son compte épargne et disparu en Floride. Robert, dont le fils l'avait convaincu de signer une procuration, puis l'avait placé dans une maison de retraite tout en vendant sa maison. Patricia, dont la sœur avait usurpé son identité et ruiné son crédit alors qu'elle se remettait d'un cancer. Nous étions les parents abandonnés. Les aînés gênants. Ceux dont les enfants avaient appris à nous voir comme des ressources à gérer plutôt que comme des êtres humains à aimer. Mais nous étions aussi des survivants. Des combattants. Des gens qui avaient refusé de mourir en silence dans les recoins où nous avions été placés. Le plus dur, disait Margaret lors d'une de nos séances, ce n'est pas l'argent qu'ils ont pris. C'est la confiance qu'ils ont brisée. Comment aimer quelqu'un qui vous voit comme un problème à résoudre? On l'aime différemment, dis-je. On l'aime avec précaution. On l'aime d'une distance qui vous protège tous les deux de plus grands dommages. Mais comment pardonner cela? Comment surmonter cela? C'était la question que nous portions tous. Ce poids qui nous faisait mal aux épaules, qui nous rendait le sommeil agité et qui donnait l'impression que notre espoir était un luxe que nous ne pouvions pas nous permettre. On ne le dépasse pas, dis-je. On le traverse. On le ressent complètement, on le laisse nous briser complètement, puis on choisit ce qu'on va construire à partir des morceaux. Qu'as-tu construit? Demanda Robert. Une boulangerie. Une amitié avec quelqu'un qui voit ma valeur. Une relation avec mon fils fondée sur l'honnêteté plutôt que sur l'obligation. Une vie qui m'appartient au lieu d'exister au gré des besoins d'autrui. Est-ce qu'il vous manque? Vos petits-enfants? Chaque jour. Mais leur absence et leurs besoins dans ma vie sont deux choses différentes. Je peux les aimer et me protéger en même temps. L'amour n'exige pas l'autodestruction. Ces conversations tournaient en rond, autour d'un café au goût d'espoir brûlé et de biscuits offerts par l'église d'Aix en grave côté. Nous avons parlé de limites, de comptes en banque et de la différence entre solitude et isolement. Nous avons célébré de petites victoires. La fille de Margaret qui a rendu ses cartes de crédit inutilisées. La pétition de Robert qui a réussi à reprendre le contrôle de ses finances. La sœur de Patricia enfin poursuivie pour vol d'identité. Et nous avons pleuré de lourdes pertes. Les fêtes qui semblaient vides. Les anniversaires passés sans qu'on les reconnaisse. La compréhension que certaines relations ne peuvent pas être réparées, seulement survécurent. Mais surtout, comme rappeler que nous comptions. Que nos histoires méritaient d'être racontées. Que survivre était une forme de victoire en soi, que reconstruire une vie à partir des décombres d'anciennes trahisons était l'acte le plus courageux que nous ayons jamais accompli. Les jeudis soirs à 19h. Où les parents abandonnés ont appris à se voir comme des phénix plutôt que comme des cendres, comme un commencement plutôt que comme une fin, comme des êtres précieux plutôt que jetables. Où j'ai appris que la famille n'est pas toujours une histoire de sang,
et que parfois les personnes qui vous sauvent sont celles qui comprennent exactement à quel point vous avez été brisé. 1 an après avoir brûlé la première lettre, j'en ai écrit une autre. Pas à Michael cette fois, mais à moi-même. À la femme qui se tenait sur le pas de cette porte, sa vie dans les valises et sa foi en la famille brisée. Chère Hélène, je sais que tu ne le vois pas encore, mais ce n'est pas ta fin. C'est ton instant chrysalide, ta phase cocon, ta nuit noire avant l'aube qui va tout changer. Tu te crois brisé. Tu te crois jetable. Tu penses que ceux qui t'ont abandonné avaient raison quant à ta valeur. Tu as tout faux. Ce qui t'arrive n'est pas dû à un échec en tant que mère, femme ou être humain. Cela arrive parce que certaines personnes confondent gentillesse et faiblesse, générosité et stupidité, amour et une ressource qui peut être épuisée et jetée. Tu leur as tout donné. Ta maison, ton argent, ta confiance, ta présence, ton service. Et quand tu n'as plus rien eu à donner, ils t'ont jeté comme si tu étais devenu une chose inutile. Mais voilà ce qu'ils n'ont pas compris, tu ne leur donnais pas seulement des choses. Tu leur montrais qui tu étais. Tu faisais preuve d'amour en action, de sacrifice en service, de famille dans sa forme la plus généreuse. Ils ont vu une transaction. Tu étais un modèle de transformation. Et maintenant, abandonné, trahi et complètement brisé, tu vas découvrir de quoi tu es réellement faite. Pas les parties molles qui ont plié, cédé et s'accommoder. Les parties d'acier qui survivent au feu. Tu vas créer une entreprise. Tu vas te faire des amis qui te choisissent au lieu de t'utiliser. Tu vas planter des arbres, écrire des lettres et apprendre la différence entre l'amour et l'exploitation. Tu vas pardonner à ceux qui ne le méritent pas, non pas parce qu'ils ont mérité l'absolution, mais parce que supporter leur trahison te coûte plus cher qu'à eux. Tu vas découvrir que l'indépendance n'est pas synonyme de solitude, que la solitude est différente de l'abandon, qu'une famille choisie est plus forte qu'une famille obligée. Tu vas apprendre que ta valeur n'a jamais été déterminée par la façon dont les autres te traitent, que ta valeur existe indépendamment de leur reconnaissance, que tu es complet avec ou sans leur approbation. Plus important encore, tu vas comprendre que cette histoire, la tienne, ne s'arrête pas à la trahison. La trahison n'est que la partie médiane, la crise qui force la transformation, le feu qui brûle tout ce qui n'est pas essentiel. Votre histoire se termine avec une femme qui possède sa propre entreprise, cultive son propre jardin, choisit ses propres relations et connaît sa propre valeur. Votre histoire se termine avec une joie qui n'appartient qu'à vous et à personne d'autre. Ayez confiance dans le processus. Ayez confiance dans la douleur. Ayez confiance que tout ce que vous perdez vous préparait à tout ce que vous êtes sur le point de gagner. Avec amour et respect, votre futur vous. J'ai gardé cette lettre. Je l'ai encadrée. Je l'ai accrochée dans ma cuisine pour pouvoir la consulter chaque matin pendant que je préparais mon café et que je planifiais une autre journée de vie délibérée, de choix de la joie, de construction de quelque chose de beau à partir des cendres de ce que d'autres avaient détruit. Certaines lettres sont faites pour être brûlées. D'autres sont faites pour être conservées. D'autres sont faites pour être vécues. 3 ans après avoir planté ce pommier, il a enfin porté ses fruits. De petites pommes, acidulées et sucrées, insuffisantes pour un usage commercial, mais parfaites pour l'essentiel, la preuve que la patience paie, que s'occuper systématiquement de quelque chose crée l'abondance, que les bonnes choses arrivent à ceux qui sont prêts à attendre, à travailler et à croire en des résultats qu'ils ne peuvent pas encore voir. J'ai fait ma première tarte aux pommes avec ces pommes. J'ai invité le groupe de soutien à célébrer, à goûter aux fruits littéraux d'un travail métaphorique, à comprendre que la guérison a des saisons, des récoltes et des moments où l'on peut enfin voir le but de toute cette attente. À la seconde chance, dit Margaret en levant sa tasse de café pour trinquer. À la famille choisie, ajouta Robert. Au courage de planter des arbres dont nous ne nous assoirions peut-être jamais à l'ombre, dit Patricia. À la connaissance de la différence entre amour et transaction, dis-je. Nous avons mangé de la tarte et bu du café, et avons parlé de combien nos vies avaient changé depuis que nous étions réunis pour la première fois dans cette salle de conférence éclairée au néon, brisée et en colère, certains que nos histoires se terminaient au lieu de commencer. Margaret avait lancé une entreprise de consultation pour aider d'autres personnes âgées à surmonter les abus financiers et les complications juridiques. Robert avait déménagé dans une résidence pour personnes âgées où il enseignait la menuiserie et fabriquait des meubles pour de jeunes familles qui n'avaient pas les moyens d'acheter du neuf. Patricia avait écrit un livre sur l'usurpation d'identité et la maltraitance des personnes âgées, transformant son expérience en éducation pour les autres. Et j'avais ma boulangerie. Mon pommier. Ma relation reconstruite avec mon fils, fragile mais sincère. Mon amitié avec Evelyne, plus profonde et plus précieuse que toutes les relations de sang que j'avais connues. Mais plus que cela, j'avais moi-même. Le moi que j'avais découvert sous les couches d'hébergement et de service, et mes efforts pour gagner l'amour de ceux qui me voyaient comme une ressource plutôt qu'une personne. J'avais appris à m'aimer intensément, de manière protectrice, comme j'avais autrefois aimé tout le monde. J'avais appris que mes besoins comptaient, que mes limites étaient sacrées, que ma joie était inébranlable. J'avais appris la différence entre la solitude et l'isolement, entre l'indépendance et l'isolement, entre le pardon et la réconciliation.
Plus important encore, j'avais appris que les fins sont presque toujours des débuts déguisés, que ceux qui vous rejettent vous font souvent la faveur de laisser la place à ceux qui vous choisiront, que la trahison peut être un terrible cadeau si on est prêt à le déballer complètement. Elle est arrivée un mardi de mai. Papier épais, écriture élégante, le genre d'invitation formelle qui annonce les transitions importantes de la vie et suppose qu'on s'y soucie. Thomas allait se marier. Mon petit-fils, maintenant âgé de 20 ans, avec une fille prénommée Jessica dont le sourire était radieux, même sur la photo de fiançailles glissée dans l'enveloppe. La cérémonie aurait lieu à Portland. Le territoire de Sarah. À 1000 lieues de ma boulangerie, de mon pommier et de ma vie soigneusement construite. Il y avait un mot manuscrit de Thomas au dos de l'invitation. Grand-mère Hélène, je sais que ça fait longtemps, et je sais que les choses sont compliquées avec papa et maman. Mais tu étais importante pour moi quand j'étais petite, et j'aimerais vraiment que tu sois là si tu veux venir. Sans pression, mais je voulais que tu saches que tu es invité. Bisous, Thomas. Thomas. Qui se souvenait de mes crêpes. Qui avait collé son petit visage contre la fenêtre ce dernier jour, me regardant sur le pas de la porte avec mes valises et mon cœur brisé. Qui était maintenant assez grand pour lancer ses propres invitations, choisir lui-même qui avait sa place dans ces moments importants. J'ai scruté cette invitation pendant 3 jours. Je l'ai emportée avec moi à la boulangerie, je l'ai ressortie dans les moments de calme, j'ai lu le mot de Thomas jusqu'à pouvoir le réciter de mémoire. Evelyne m'a retrouvée la tenant jeudi soir après la fermeture. « Tu pars » dit-elle. Ce n'était pas une question. Je ne sais pas. C'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. Toutes les choses importantes sont compliquées. Mais tu pars. Et si Sarah faisait une scène? Et si Michael ne voulait pas de moi? Et si c'était gênant et douloureux et que ça gâchait la journée de Thomas? Et si c'était beau? Et si c'était apaisant? Et si c'était exactement ce dont tout le monde avait besoin, même si personne ne le savait encore? Elle avait raison, bien sûr. Evelyne avait généralement raison sur les choses importantes. J'ai acheté une robe. Bleu marine, élégante mais discrète. Le genre de robe qui affirme ma place ici sans attirer l'attention. J'ai fait les réservations d'hôtel, les billets d'avion, et j'ai demandé à David de s'occuper de la boulangerie pendant mon absence. Et j'ai fait des pâtisseries. Les biscuits préférés de Thomas, de son enfance, ceux en forme de fleurs que nous préparions ensemble le dimanche après-midi, quand le monde était plus simple et l'amour plus sûr. Certains ponts doivent être franchis avec prudence. Certaines guérisons exigent du courage. Certains amours exigent d'être présents même quand on n'est pas sûr d'être le bienvenu. L'église était petite et lumineuse, remplie de fleurs et d'inconnus, et de cette joie nerveuse qui entoure les jeunes amoureux qui font des promesses qu'ils espèrent tenir. Je me suis assise au fond. Anonyme parmi la famille élargie et les amis d'université, assez proche pour être témoin, mais assez loin pour disparaître si nécessaire. Sarah m'a vue la première. Nos regards se croisèrent sur 20 bancs et 10 ans d'histoire compliquée. Elle paraissait plus âgée, plus douce, d'une certaine manière. Moins tranchante que la femme qui avait orchestré mon éloignement de leur vie. Elle ne sourit pas, mais ne fronça pas les sourcils non plus. Se contenta d'un léger hochement de tête, un signe de reconnaissance sans chaleur, une acceptation sans enthousiasme. Michael apparut à côté d'elle, suivant son regard vers moi, assise dans ma robe bleu marine avec mon petit sac cadeau de biscuits maison. Son visage afficha plusieurs expressions, la surprise, la culpabilité, quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Mais Thomas apparut alors à l'avant de l'église, beau dans son smoking de location, et tout le reste s'évanouit dans le bruit de fond. Mon petit-fils. Mon bébé qui avait grandi sans moi, mais qui se souvenait suffisamment de moi pour me vouloir ici pour le jour le plus important de sa jeune vie. La cérémonie était magnifique. Vœux traditionnels, musique classique, larmes de joie des deux familles. Jessica était adorable, rayonnante de bonheur et de cette certitude que procure la jeunesse, l'amour et la conviction que les promesses sont éternelles. J'ai pleuré, bien sûr. Pour le petit garçon qui était devenu un homme sans moi. Pour tous les anniversaires, les remises de diplômes et les petites réussites que j'avais manquées. Pour la grand-mère que j'avais été et celle que je ne serai peut-être plus jamais. Mais aussi pour le miracle d'être là. Pour la grâce d'être rappelé, d'être invité, d'être autorisé à assister à ce moment malgré tout ce qui avait mal tourné entre nous. Après la cérémonie, pendant la réception, Thomas m'a retrouvée à ma petite table au fond. « Grand-mère Hélène, tu es venue. Je ne l'aurais pas manqué. » Il avait l'air en pleine forme. Heureux. Stable. Comme s'il avait grandi malgré le chaos de son enfance, le divorce de ses parents, la disparition de sa grand-mère de son quotidien. « Je t'ai apporté quelque chose » ai-je dit en lui tendant le sac cadeau. « Tes biscuits préférés. Je n'étais pas sûre que tu t'en souviendrais. » Son visage s'est illuminé. « Ceux en forme de fleurs. Bien sûr que je m'en souviens. Tu m'as appris à utiliser les emporte-pièces, à donner au glaçage la consistance idéale. Tu étais si patient. Si minutieux avec chacun. J'en fais encore parfois. Pour Jessica. Elle dit que j'ai hérité de bonnes mains quelque part. De bonnes mains.
De sa grand-mère qui lui avait appris à mesurer la farine, à étaler la pâte et à créer quelque chose de beau avec des ingrédients simples. Je suis désolé qu'on ait perdu contact, dit-il. Je n'ai jamais vraiment compris ce qui s'était passé, pourquoi tu as arrêté de venir. Maman et papa disaient que c'était compliqué, que des choses d'adultes s'étaient mises en travers. Des choses d'adultes. Comme la trahison, le vol et la instrumentalisation des rôles familiaux. Comme la différence entre l'amour et l'exploitation, entre l'accommodation et le comportement de paillasson. C'était compliqué, j'en convainc. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que tu sois heureux, que tu aies trouvé quelqu'un qui t'aime, que tu construises quelque chose de beau. Veux-tu venir nous rendre visite? Nous restons à Portland pour l'instant, mais nous voulons voyager, voir notre famille, entretenir des liens forts. Des liens. Ces liens qui nous unissent malgré la géographie, le temps et les erreurs que nous commettons dans les espaces entre amour et compréhension. J'aimerais bien, dis-je. J'ai une boulangerie maintenant. Dans une petite ville à environ 4 heures d'ici. Jessica et toi seriez les bienvenus. Une boulangerie? C'est incroyable. Je me souviens toujours de ta cuisine qui sentait le paradis. C'est toujours le cas. Juste plus grande maintenant, avec plus de monde à nourrir. Nous avons discuté pendant 20 minutes. De son travail, de sa femme, de ses projets d'avenir. De mon entreprise, de mon pommier, de ma vie tranquille faite de buts choisis et de joies méritées. Sarah finit par apparaître à son épaule, le signe maternel universel indiquant qu'il était temps de circuler, de saluer les autres invités, de remplir les obligations sociales qu'exigent les mariages. Madame Morrison, dit-elle. Formelle. Polie. Prudente. Sarah, tu as bonne mine. Merci. Thomas, ton père veut te présenter des cousins de sa famille. Il me serra la main. Ne pars pas sans lui dire au revoir. Après son départ, Sarah et moi sommes restés un moment dans un silence gêné. Deux femmes qui avaient autrefois partagé une cuisine et des petits-enfants, et un malentendu fondamental sur l'amour, la loyauté et le prix de l'harmonie familiale. Merci, dit-elle finalement. Pourquoi? D'être venue. D'avoir apporté des biscuits. De ne pas avoir ramené tout ça à ce qui s'était passé avant. C'est à propos de Thomas. Ça a toujours été à propos de Thomas. Elle hocha la tête. Regarda ses mains. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était plus basse, plus vulnérable que je ne l'avais jamais entendue. J'avais tort. Sur beaucoup de choses. J'étais jeune et effrayée, et je pensais qu'il n'y avait pas assez d'amour pour tout le monde, que partager Thomas et Emma signifiait les perdre d'une manière ou d'une autre. L'amour se multiplie quand on le partage, dis-je. Il ne divise pas. Je le sais maintenant. Trop tard, peut-être, mais je le sais. Pas trop tard, voulais-je dire. Il n'est jamais trop tard pour l'honnêteté, pour la reconnaissance, pour les petites réparations qui ne peuvent pas tout arranger, mais qui pourraient arranger quelque chose. Mais certaines conversations demandent du temps. Certaines guérisons nécessitent de multiples tentatives. Certains pardons se font par étapes, au fil des années, par de petits gestes et des choix réfléchis plutôt que par de grandes déclarations. Prends soin de toi, Sarah, ai-je dit à la place. Vous aussi, Madame Morrison. Vous aussi. À 10 000 mètres au-dessus du paysage de mon ancienne vie, je regardais par le hublot de l'avion et pensais au cercle, à l'achèvement des choses, à la différence entre une fin et une résolution. Thomas était marié. Heureux. Il construisait sa propre vie avec quelqu'un qu'il aimait, quelqu'un qui l'aiderait à créer de nouvelles traditions et de nouvelles définitions de la famille. Emma était encore pour moi une inconnue, mais elle avait maintenant 18 ans, assez grande pour faire ses propres choix concernant ses relations et ses liens, et pour savoir si elle voulait connaître la grand-mère qui avait disparu de son enfance. Michael était. Michael. Toujours à la boulangerie, toujours fiable mais distant, portant toujours le poids de choix irréversibles, mais qui pourrait, un jour, être pardonné. Et Sarah s'était excusée. Ni complètement, ni adéquatement, mais honnêtement. Elle avait reconnu que l'amour n'était pas une ressource limitée, que partager des petits-enfants ne l'aurait pas privé de leur appartenance. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas la restauration de ce que nous avions perdu. Mais c'était une reconnaissance, et parfois, la reconnaissance suffit à vous permettre de vous débarrasser de fardeaux dont vous ignoriez encore le poids. J'ai pensé à la femme qui avait embarqué dans un avion similaire 3 ans auparavant, volant vers un mariage qui semblait impossible, vers des gens qui l'avaient rejeté, vers une douleur qui semblait insurmontable. Cette femme avait eu peur. Incertaine. Elle se définissait encore par rapport au choix des autres, à leur acceptation, à la vision qu'ils avaient de sa valeur. Cette femme, celle qui rentrait chez elle, retrouvant sa propre boulangerie, son propre appartement, son propre pommier, savait autre chose. Elle savait que sa valeur existait indépendamment de la reconnaissance des autres. Elle savait qu'elle pouvait aimer ceux qui l'avaient blessée sans avoir besoin qu'ils l'aiment en retour. Elle savait que certains cadeaux se déguisent en pertes et que ceux qui vous abandonnent vous font parfois la faveur de vous forcer à découvrir votre propre force.
L'avion descendait à travers des nuages semblables à de la barbe à papa, vers une petite ville où les gens connaissaient mon nom, appréciaient mon travail et choisissaient de m'inclure dans leur quotidien, non pas par obligation, mais par envie. Vers une vie que j'avais construite à partir de rien, des cendres de la trahison, avec la compréhension que mettre fin aux choses peut parfois être la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour les autres, mais surtout pour soi-même. On me pose parfois la question, des clients de la boulangerie qui ont entendu des bribes de mon histoire, des membres du groupe de soutien qui comprennent le cheminement de la victime à la survivante vers quelque chose qui dépasse ces deux identités limitées. Ils me demandent, comment as-tu fait? Comment as-tu survécu à l'abandon de ta propre famille? Comment as-tu pardonné? Comment as-tu tourné la page? Et je leur réponds, je n'ai pas tourné la page. Tourner la page suggère que ce qui s'est passé n'a plus d'importance, qu'on peut simplement enjamber la trahison comme une flaque d'eau sur son chemin. Ce que j'ai fait, c'est aller de l'avant. J'ai tout ressenti, complètement. L'abandon, la trahison, la rage, le chagrin, l'humiliation d'avoir été rejeté par des gens qui étaient censés m'aimer inconditionnellement. Je me suis laissé briser. Complètement. Je l'ai laissé anéantir toutes mes idées reçues sur la famille, la loyauté et la relation entre sacrifice et amour. Et puis, à partir de ces morceaux, j'ai construit quelque chose de nouveau. Quelque chose qui m'appartenait au lieu d'exister au gré des autres. Je n'ai pas pardonné parce qu'ils le méritaient. J'ai pardonné parce que porter leur trahison empoisonnait mon présent et hypothéquait mon avenir. Je ne me suis pas réconcilié, car cela les aurait obligés à changer, et je ne pouvais pas contrôler leurs choix. Je ne pouvais contrôler que les miens. J'ai choisi l'indépendance plutôt que la dépendance. L'honnêteté plutôt que l'accommodement. L'autoprotection plutôt que le sacrifice. J'ai choisi de les aimer différemment, d'une distance qui nous protégeait tous deux de dommages supplémentaires. Plus important encore, j'ai choisi de considérer la trahison comme une information plutôt que comme une identité. Ils m'ont dit qu'ils étaient capables d'être. Je les ai écoutés. J'ai agi en conséquence. Mais leur trahison ne définissait pas ma valeur. Leur abandon ne déterminait pas ma valeur. Leur choix révélait leur caractère, pas le mien. Mon caractère s'est révélé dans ce que j'ai choisi de construire à partir des décombres qu'ils ont laissés derrière eux. Une entreprise. Une amitié. Une relation avec mon fils fondée sur l'honnêteté plutôt que sur l'obligation. Une vie au service de ma joie plutôt que du confort des autres. Une histoire qui ne s'arrête pas à l'abandon, mais qui commence par lui. 3 ans à la tête d'une boulangerie, ça apprend des choses sur la montée et la descente, sur la patience nécessaire pour faire du bon pain, sur la façon dont la chaleur transforme les ingrédients crus en un produit nourrissant et beau. Mais surtout, ça apprend les choix quotidiens. Chaque matin, je choisis de déverrouiller la porte, d'allumer les lumières, de remplir la vitrine de viennoiseries fraîches. Chaque matin, je choisis de créer quelque chose de sucré dans un monde parfois amer. Chaque matin, je choisis la joie qui m'appartient. Le pommier est florissant maintenant. Adulte, productif, il offre de l'ombre à la cour où mes employés prennent leur pause et planifient leur vie, leurs rêves, leurs relations complexes avec la famille, le pardon et les mathématiques du recommencement à tout âge. Michael travaille toujours ici. Toujours fiable, toujours distant, toujours chargé de culpabilité. Nous avons une relation maintenant pas celle que je voulais, pas celle que j'ai pleurée, mais une relation honnête, fondée sur des attentes claires et une confiance méritée plutôt que sur des obligations supposées. Certaines guérisons naissent dans des moments de réconciliation intense. D'autres naissent dans des choix quotidiens, être présent, travailler, honorer ses engagements, privilégier la gentillesse à la commodité. Les deux sont précieux. Les deux sont réels. Thomas et Jessica nous ont rendu visite le mois dernier. Ils ont passé un week-end à apprendre à faire des croissants, à poser des questions sur l'entreprise, à parler de leur rêve d'ouvrir un restaurant. Emma a envoyé un faire-part de fin d'études. Lycée, puis université, puis peut-être faculté de droit. Elle veut aider les gens, a-t-elle écrit. Elle veut se battre pour la justice. Justice. Quel mot. Quel concept. Quelle chose à laquelle vouloir consacrer sa vie. Je lui ai envoyé une carte. Félicitations, un chèque pour ses études et mon numéro de téléphone avec un mot. Si tu veux connaître l'histoire de ta grand-mère, je suis là. Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, je suis fière de la femme que tu deviens. Certaines relations existent en puissance. Certains amours attendent patiemment le bon moment, la bonne disponibilité, la juste reconnaissance que la connexion est possible, même après des années de séparation et d'incompréhension. Je peux attendre. J'ai appris la patience avec les pommiers et la pâte à pain, et avec le processus lent et régulier de construire quelque chose de beau à partir de rien. Ils arrivent de temps en temps. Des clients qui ont entendu mon histoire, des membres du groupe de soutien qui ont déménagé mais sont restés en contact, des inconnus qui ont découvert mon nom grâce à des associations d'aide aux personnes âgées ou des groupes de défense des victimes d'abus financiers. Des lettres de personnes qui comprennent. Qui ont été abandonnées par leurs propres enfants, volées par leur propre famille, abandonnées par des personnes censées leur apporter sécurité et amour.
Comment faire? Demande-t-il. Comment survivre? Comment se reconstruire? Comment retrouver confiance? Et je réponds. À chaque fois. Parce que la survie n'est pas un sport solitaire, parce que la guérison se fait en communauté, parce que l'histoire de la résurrection après une trahison doit être racontée et racontée encore jusqu'à ce que tous ceux qui ont besoin de l'entendre l'aient entendu. Je leur parle de pommiers, de boulangerie et de la différence entre pardon et réconciliation. Je leur parle de groupes de soutien, d'avocats et des mathématiques de l'indépendance à tout âge. Mais surtout, je leur dis ceci, vous n'êtes pas jetable. Votre valeur ne dépend pas de la façon dont les autres vous traitent. Votre histoire ne s'arrête pas à leur trahison. Leur trahison est une information. Écoutez-la. Apprenez-en. Servez-vous-en pour faire de meilleurs choix quant à l'accès à votre temps, à votre argent, à votre confiance, à votre amour. Mais ne la laissez pas vous définir. Ne laissez pas leur choix déterminer votre valeur. Ne laissez pas leur abandon vous convaincre que vous n'êtes pas digne d'amour. Vous n'êtes pas digne d'amour. Vous étiez des personnes aimantes, mais incapables de recevoir de l'amour, qui prenaient la générosité pour de la faiblesse, qui voyaient la relation comme une transaction plutôt que comme une connexion. C'est leur affaire. Pas la vôtre. Votre tâche consiste maintenant à trouver des personnes qui savent faire la différence. Qui vous choisissent au lieu de vous utiliser. Qui voient votre valeur et l'honorent, qui reçoivent votre amour et vous le rendent, qui comprennent que la famille est une question de choix autant que de sang. Votre travail est de construire une vie qui serve votre joie plutôt que le confort des autres. Votre travail est de planter des pommiers, d'ouvrir des boulangeries et d'écrire votre propre histoire, celle de renaître de ses cendres pour devenir quelque chose de beau. 15 mars. 4 ans que je me tenais sur le pas de cette porte, ma vie dans les valises et ma foi en la famille brisée. 4 ans que j'ai appris la différence entre l'amour et la transaction, entre le sacrifice et le comportement de paillasson, entre la famille et les gens qui partagent votre sang. Je célèbre maintenant. Non pas la trahison, jamais ça, mais la transformation. L'instant phénix. La découverte d'une force que j'ignorais posséder. Evelyne et moi fermons la boulangerie plus tôt que prévu. Ouvrons une bouteille de vin. Asseyez-vous dans la cour sous le pommier, maintenant assez grand pour offrir une véritable ombre, assez productif pour faire de vraies tartes, assez beau pour nous rappeler chaque jour que les bonnes choses arrivent à ceux qui sont patients, persévérants et prêts à s'occuper de quelque chose jusqu'à ce qu'ils portent ses fruits. À une seconde chance, dit-elle en levant son verre. À une famille choisie, je réponds. Au courage de planter des arbres. À la sagesse de savoir distinguer l'amour de l'exploitation. Aux tartes aux pommes, aux petites entreprises et aux mathématiques de l'indépendance. Aux histoires qui ne se terminent pas par l'abandon, mais qui commencent par lui. Nous buvons du vin, mangeons les premières pommes de la saison et parlons de l'année à venir. De nouvelles recettes à essayer, de nouveaux employés à former, de nouvelles façons de servir la communauté qui nous a accueillis, choisis, qui nous a donné l'espace pour nous épanouir. Et je pense à la femme qui se tenait sur le pas de sa porte il y a 4 ans. Brisée, abandonnée, certaine que son histoire touchait à sa fin. Je veux lui dire, ce n'est pas ta fin. C'est ton moment de chrysalide. C'est la phase sombre avant la transformation qui va tout changer. Vous pensez être jetable? Vous avez tort. Vous aimez juste des gens qui ne savent pas recevoir d'amour, qui prennent générosité pour stupidité, qui voient les relations comme une extraction de ressources plutôt qu'une alimentation mutuelle. Vous pensez avoir tout perdu. Vous avez encore tort. Vous avez perdu tout ce qui vous limitait, vous empêchait d'être conciliant, vous empêchait de découvrir de quoi vous êtes vraiment fait. Vous êtes sur le point de découvrir que l'indépendance n'est pas la même chose que la solitude. Que les limites sont des actes d'amour, pas de rejet. Que certaines relations ne peuvent être guéries qu'en y mettant fin. Vous êtes sur le point de construire quelque chose de beau. Quelque chose qui vous appartient. Quelque chose qui sert votre joie plutôt que le confort des autres. Vous êtes sur le point de planter des pommiers et d'ouvrir des boulangeries et d'apprendre la différence entre pardon et réconciliation, entre amour et transaction, entre famille et personnes qui choisissent de vous chérir. Vous êtes sur le point de découvrir que votre valeur n'a jamais été déterminée par la façon dont les autres vous traitent. Tu es sur le point de devenir la femme que tu étais censée être, avant d'apprendre à te réduire aux limites des autres. Fais confiance au processus. Fais confiance à la douleur. Fais confiance au fait que tout ce que tu perds te prépare à tout ce que tu vas gagner. Ton histoire ne s'arrête pas à la trahison. C'est elle qui commence. Si tu écoutes ce récit, si tu es arrivé jusqu'ici, si quelque chose dans mon expérience résonne avec ta propre douleur ou tes propres questions sur la famille, le pardon est ce que tu fais lorsque ceux qui sont censés t'aimer choisissent de te détruire. Je veux que tu saches ceci. Tu n'es pas seul. Ce qui t'est arrivé au l'abandon, la trahison, les abus financiers, la manipulation émotionnelle, la façon dont ils t'ont fait sentir jetable n'avait rien à voir avec ta valeur. Tout cela était lié à leurs limites, à leur peur, à leur incapacité à recevoir de l'amour sans l'exploiter. Tu n'es pas trop exigeante. Tu n'es pas un fardeau. Tu n'es pas jetable.
Tu aimais simplement des gens qui ne savaient pas comment t'aimer en retour, qui voyaient ta générosité comme une faiblesse, qui prenaient tes concessions pour une invitation à en prendre toujours plus jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. C'est à leur sujet. Pas à toi. Votre tâche n'est plus de leur faire comprendre votre valeur. Votre tâche est de la comprendre vous-même, de l'honorer, de la protéger, de construire une vie qui la représente. Votre tâche n'est pas de leur pardonner parce qu'ils le méritent. Votre tâche est de leur pardonner si et quand vous le souhaitez car supporter leur trahison vous coûte plus cher qu'à eux. Votre tâche n'est pas de vous réconcilier avec des gens qui vous ont montré qu'ils étaient capables de vous traiter avec cruauté. Votre tâche est de les aimer différemment, à une distance qui vous protège tous les deux.